Justine, Bonjour Gaspard, tu vas bien? ça va et toi? Ouais, très bien. Je suis très content de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation parce que ta parole est rare. On t'a pas vu beaucoup sur Internet. Ben, je suis très honorée d'être là et encore plus touchée d'être là avec toi, avec vous, dans ces nouveaux locaux, parce que c'est une toute nouvelle aventure aussi Exactement. pour vous. Donc, Ouais, je suis merci content. de ton accueil. C'est vrai que c'est le premier podcast que je fais ici. Mm. Et du coup, recevoir la directrice générale de YouTube France, puisque Ouais. c'est ton job aujourd'hui. Ouais. Et quel job? Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 6 ans maintenant, un peu plus Ok. de 6 ans. Et c'est un job incroyablement intense et dense et avec tellement d'enjeux, donc j'ai beaucoup de chance. Et la plateforme a pas mal changé en plus en 6 ans. Ouais, mais tout le monde change incroyablement, le monde créatif change, les technos changent, donc c'est génial de vivre ça de l'intérieur et au plus proche des talents comme toi. Des par créateurs. exemple. Ouais. Et d'ailleurs, au plus proche, et c'est aussi l'une des raisons, je débunk tout de suite un peu le truc, on se tutoie. Oui, Je me suis posé la question si j'allais te vouvoyer comme le font certains journalistes qui Ouais. connaissent les personnes qui vont interviewer avant leurs interviews. On se tutoie dans la vraie vie, par transparence avec l'audience. Je ne vais pas commencer à te vouvoyer parce que les caméras sont allumées, mais ça m'empêchera pas de poser toutes les questions parce qu'aujourd'hui, YouTube a un rôle de plus en plus important dans notre société. ouais. Et puis, qui dit rôle important dit responsabilité. Moi, tu le sais, j'ai une agence à côté. J'accompagne d'autres créateurs qui sont sur des plateformes concurrentes, TikTok, Instagram, Twitch, etc. etc. Bien sûr. C'est vrai que YouTube est très présent pour ses créateurs et c'est plutôt récent. En tout cas, il y a 10 ans, votre impact était moindre. Là, aujourd'hui, il y a vraiment un accompagnement pour des créateurs, des humains. On a des humains derrière Bien YouTube, ce qui n'était pas le cas auparavant. On a toujours eu des équipes, mais petit à petit, on s'est déployé, on s'est mieux structuré aussi. Et puis, comme tu l'as dit, d'ailleurs, c'est le meilleur exemple, c'est le tien. Tu vois, il y a des talents créateurs qui, petit à petit, se sont constitués eux-mêmes en agence, en pépinière de talents pour aller coacher d'autres talents. Et donc, nous, ça nous permet, quand on te forme toi, on t'accompagne toi, derrière, tu peux coacher d'autant plus de talents qui démarrent, par exemple, sur YouTube. Et après, par rapport à la place de YouTube, YouTube a 18 ans d'âge, tu vois. 18 ans, 18 ans ça y est, d'âge. YouTube est majeur. Donc YouTube est majeur. Forcément, quand tu as une longévité aussi importante dans le paysage numérique, tu as un ancrage hyper fort. Et ce que j'adore voir, c'est que tu as des créateurs, tu vois, les créateurs historiques. Ouais. Je sais pas, un Squeezie par exemple. Ouais. Aujourd'hui, c'est des hommes d'affaires, c'est des entrepreneurs qui ont des boîtes de prod, qui ont des employés, des CDI, qui font des formats extraordinaires. Donc on est vraiment au cœur de cette créative économie qui ne cesse de se renouveler. Ouais, alors depuis tout à l'heure, d'ailleurs, on parle de cette créateur économie. Je sais pas trop d'ailleurs comment on doit le dire. Moi, je lis surtout créateur économie dans la presse. Créateur économie, parce que je pense que l'économie créative, C'est plus large. c'est plus large. Tu peux dire que l'audiovisuel, c'est la créative économie. C'est Mais la l'industrie créative, créateur économie, cette vraiment notion d'endémique Ouais. qui est venue de la plateforme. Et d'ailleurs, c'est pas qu'on se l'est approprié, c'est vraiment quand je dis YouTube a créé la créateur économie parce que notre business model, depuis qu'on existe, Ouais. est basé sur le partage de la moitié de nos revenus publicitaires aux détenteurs des chaînes. Et de toute manière, les créateurs de contenu qui en ont d'abord vécu en premier, bon, peut-être qu'il y avait des blogueurs dans le temps qui arrivaient à se faire une source de revenus avec l'émergence d'Internet. Reste que les créateurs de contenu, les premiers créateurs de contenu qui en ont vécu, c'est des YouTubeurs, avant Oui. même d'être des TikTokers, Oui. des streamers, des Twitchers, etc. Ouais, etc. ouais. Et nous, on adore voir ça, pardon, mais je reviens là-dessus, Ouais. de voir des talents qui démarrent sur YouTube et puis après qui rayonnent dans une activité tu vois, digitale beaucoup plus large. Forcément que tu vas utiliser toute la palette des réseaux possibles pour faire connaître tes contenus, avoir d'autres grammaires, d'autres codes de création. Et d'ailleurs, c'est pas que sur du online, hein, tu as plein de créateurs YouTube qui ensuite vont lancer leur boutique de fringues, leurs livres, leurs publications. Enfin, pour moi, c'est ça, tu vois, de la créateur économie, c'est vraiment ça. Moi, j'ai ma chaîne YouTube qui a fêté ses 10 ans là, en Dingue. 2013. Et je me suis posé la question de quelle question l'ado, le pré-ado que j'étais, qui a commencé plein de chaînes YouTube, etc., lancé ces trucs, aurait voulu poser à la patronne de YouTube Ouais. en France. Et du coup, je pense que pour tous les aspirants créateurs, je suis obligé de poser cette question. Vas-y. Comment on fait aujourd'hui pour se démarquer sur une plateforme qui propose de plus en plus de contenu, où il y a de plus en plus de concurrence, même si je ne sais pas si on peut vraiment parler de concurrence, mais où il y a de plus en plus de contenu. Comment on fait aujourd'hui pour se démarquer? Qu'est-ce qui fonctionne en 2023 sur YouTube? D'abord, ce qui fonctionne, c'est quand tu crées un contenu qui t'est cher,
soit parce que c'est une passion, soit parce que c'est une thématique, soit parce que, tu vois, toi, tu es fan de politique, tu as un vrai travail journalistique. Donc, c'est comme ça que commence ton travail. Par l'authenticité de ce que tu vas faire, de ce que tu vas travailler, des gens avec qui tu vas échanger, des invités que tu vas recevoir. En fait, ce qu'on dit, parce que derrière ta question, il y a en fait un peu comment fonctionne l'algorithme. Tu vois, comment comment on fait pour émerger. Nous, la manière dont on fonctionne, c'est que on est vraiment dans une logique où on va chercher des vidéos adaptées aux spectateurs et non pas des spectateurs pour les vidéos. Mais ça, c'est très important. Ouais, la dynamique n'est pas pareille. C'est très important. Ça veut dire qu'on va prendre en compte des critères vraiment très individuels, on va dire, sur un utilisateur. Quelles sont les vidéos qu'il a regardées par le passé, quelles sont les vidéos sur lesquelles il est resté, combien de temps il est resté, les j'aime, les commentaires, les playlists qu'il a regardées ensuite. Donc ça, c'est les signaux, on va dire, individuels et de performance sur un utilisateur. Et puis, on va regarder les critères ou les signaux plus large, plus macro. Est-ce qu'il y a une saisonnalité de certains contenus? Est-ce qu'il y a une actualité? Et Dieu sait s'il y a une actualité en ce moment. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétitions, beaucoup de vidéos autour d'un format? L'algorithme, c'est 80 milliards de signaux qui sont pris en compte. Okay, et ensuite, c'est un algorithme qui ne cesse de s'améliorer, de s'affiner, mais qui est vraiment à vocation de satisfaire de la meilleure manière et sur le plus long terme possible le spectateur. Moi, je dis un truc, mais connaissez par cœur vos analytics. Allez dans vos analytics, allez sur YouTube Studio. On te donne une granularité d'insight sur ce qu'aime ta communauté, ce qu'elle regarde, quand est-ce qu'elle décroche de tes vidéos, à quel moment elle se connecte. Et tout ça, ça te donne des super indicateurs pour vraiment fine-tuner ta proposition éditoriale. On a dit, soyez authentique et connaissez votre audience. Ça, c'était 2 conseils pour être... Je peux en rajouter un 3e? Ouais, vas-y. En bon français, test and learn. Test and learn. c'est une dynamique de, voilà, on essaye, ça marche, on continue et on améliore. Ça marche pas, on kill et c'est pas grave. On écoute sa communauté. Il n'y a pas d'échec industriel sur YouTube, comme dirait l'autre. Tu sais, moi, je viens du monde de la télévision. Ouais. Le propre du monde de la télévision, c'est que tu as des codes. Tu as des durées, tu as des créneaux, tu as des cases horaires, tu as des formats, tu as vraiment des types de sujets, etc. Bon, le propre de YouTube, c'est que tu n'as aucun formatage. Et ça, c'est quand même dément. Tu as une liberté totale d'approche et d'invention et de réinvention. Donc ça aussi, c'est un truc vraiment très important de ne pas hésiter. Enfin, d'ailleurs, je crois que tu es le premier chef, tu vois bien dans les types de nouveaux formats que tu explores et de se laisser le temps de voir si ça marche. Bah là, on est totalement là-dedans, d'ailleurs. Enfin, on est totalement là-dedans. C'est-à-dire que moi, j'espère que ça plaira. Mais oui, mais je veux proposer un podcast parce que je me dis, les gens, mon audience, c'est quoi? C'est une audience qui aime les formats longs. Oui. Je fais des portraits, je fais des enquêtes, je produis du 30 minutes, 1 heure parfois sur mon dernier docu en Ukraine. Je vois que ça plaît. Bon, bah, je vois qu'il y a une appétence pour les formats longs et pour ce que moi j'appellerais, en bon français encore une fois, les deep dive vidéos, tu vois, les vidéos qui vont en profondeur. Justement, je voulais un peu parler des formats longs parce que j'ai le sentiment quand même qu'il y a un peu un changement de paradigme là-dessus, où hier, YouTube était quand même la plateforme des vidéos de 8 minutes, tu vois, les podcasts de Cyprien et d'autres. D'ailleurs, on a appelé ça podcast, c'est pas vraiment des podcasts, parce que podcast, c'est plutôt ce qu'on est en train de faire là, mais des vidéos humoristiques face cam faisaient à peu près 7-8 minutes, ça c'était les formats stars sur la plateforme. Aujourd'hui, les formats stars, c'est qui est l'imposteur de Squeezie, des vidéos de 45 minutes à 1 heure, c'est des formats de plus en plus longs. Comment notre manière de consommer YouTube a changé ? En fait, elle change radicalement, ça c'est clair. Ce qu'on voit, c'est on est vraiment dans des logiques de multi-format et de multi-usage. D'ailleurs, c'est exactement la raison pour laquelle, par exemple, on a lancé Shorts. Shorts, ça fait 2 ans qu'on l'a lancé. En fait, on avait une demande de nos créateurs, des utilisateurs, d'avoir du plus court, du vertical. On l'a lancé il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, 70 milliards de vues chaque jour. En France, c'est un carton aussi. C'est 60% d'augmentation du nombre d'utilisateurs de Shorts chaque jour en France. Et en fait, avec ce dernier né de format, on a continué d'enrichir notre palette créative et de proposer du multiformat aux créateurs. Du coup, ce qu'on voit, c'est que d'un côté, tu as des nouveaux entrants qui arrivent avec des formats courts Shorts qui trouvent absolument leur empreinte sur la plateforme et leur public. De l'autre, parce que tu n'as aucune limite de durée de temps, mais aussi parce que dans les usages, tu as quelque chose qui n'existait pas en 2016 et qui aujourd'hui
Le deuxième canal de visionnage de YouTube en France, c'est La télé ou le smartphone? la télé. En fait, le mobile est le premier canal, la télé, c'est le deuxième Ok. canal. Tu as 20 millions d'utilisateurs en France qui viennent chaque mois sur YouTube en téléconnecté. tu Donc, vois. on regarde plus aujourd'hui YouTube sur la télévision que sur l'ordinateur en France. Ah oui, ouais. Mais c'est Bien dingue. sûr. Mais je ne sais pas Ouais. si les gens réalisent ça. Et du coup, les contenus qui sont regardés depuis l'écran de télévision sont en moyenne 2 fois plus longs que les contenus sur n'importe quel autre device. Parce qu'on est mieux assis. On Parce est que mieux assis, on voilà. regarde mieux. En général, la durée moyenne, c'est 21 minutes. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'en tant que créateur, bah, tu peux t'amuser avec n'importe quel code, en fait, et n'importe quelle composition. Enfin, ta chaîne est un bon exemple. C'est pour la petite histoire, ton format Bah, short. mon format short, c'est pas Ouais. la petite histoire. Voilà, Ouais, tu vois. Ouais. Tu t'amuses avec Shorts et tu as réussi à créer un narratif qui démarre à la seconde 1, qui termine à la seconde 60 pour créer toute une boucle. Tu en as d'autres qui les utilisent comme des previously, comme des coming next. Je savais pas que tu regardais pour la petite histoire. J'apprends un truc. Bah si, il est vachement bien ce format, moi j'aime beaucoup. Bah, Quentin qui est derrière la caméra qui l'a monté est ravi. Voilà, bravo. Et c'est vrai que c'est une nouvelle manière, c'est une nouvelle tonalité, c'est une nouvelle manière. Exactement. Et après, par exemple, tu mentionnais les podcasts. De manière organique, YouTube dans le monde est la 3e destination de podcasts à Spotify, Apple, et puis après tu as YouTube. YouTube, d'accord. Tu vois, donc on est en train de faire tout un travail d'amélioration de l'UX, l'expérience utilisateur, pour mieux intégrer ces offres de podcasts qui sont très nombreuses sur la plateforme. Tout ça, cette multiplication et cette multiplicité. Diversité. C'est diversité. Je vais dire cette diversité. Cette diversité de contenu qui est offert, elle pousse aussi à une professionnalisation de l'activité. Et cette professionnalisation de l'activité de créateur de contenu, on l'a vu ces 5, 6, 7 dernières années, vers de plus en plus de moyens. On parlera peut-être ensuite des superproductions, mais d'abord vers des créateurs de contenu qui hier étaient dans leur chambre et qui aujourd'hui sont dans des bureaux, sont des entrepreneurs ou des entrepreneuses. Ouais. Depuis 3 ans, on fait l'exercice d'un rapport d'impact économique. Okay. Tu sais, pour vraiment voir quelle est la contribution de YouTube en France. On le fait dans plusieurs autres pays aussi. Et je te donne des chiffres en exclusivité. Okay. Mais notre dernier rapport d'impact, donc c'est l'empreinte, la contribution de YouTube en France en 2022. YouTube a soutenu 21 000 emplois temps plein. D'accord. Et a contribué à hauteur de 850 millions d'euros au PIB français. Tu m'as dit 21 000 emplois temps plein ou c'est des équivalents temps plein? Alors, tu as raison, c'est des équivalents temps plein. Donc, ça va compter, tu vois, toutes des équipes que tu peux avoir qui sont en freelance, mais qui vont travailler pour toi sur un projet. D'accord. Donc, Quentin et Louis qui sont en freelance derrière la caméra sont comptés dedans. Exactement. D'accord, très bien. Non, mais c'est important parce que c'est vrai qu'on en parle. Aujourd'hui, cette créateur économie, elle offre aussi une nouvelle manière de voir l'emploi, où il y a de plus en plus de freelance. On est aussi une génération comme ça, de plus en plus de freelance. L'audiovisuel, globalement, l'a toujours été. Ça m'inspire parce que ça crée de la liberté. Et c'est un petit peu, tu vois, dans cette dynamique de Startup Nation dans laquelle la France essaye d'être depuis 10 ans. Et d'un autre côté, ça peut fragiliser aussi certains emplois. Alors là, c'est vraiment un sujet d'entrepreneuriat plus large. Mais même plus que ça, tu sais, je pense qu'il y a un vrai sujet de rapport au travail. Tu vois, ta génération par rapport à la mienne, mais moi, je trouve ça dément. Nous, on était un peu programmés par le devoir, tu sais. Genre, t'as un plan de carrière où tu vas rentrer dans une entreprise, ou peut-être 2 ou 3, vraiment logique CDI très important, et puis tu vas faire peut-être 40 ans de vie active. Moi, ce qui me frappe dans la génération, et même au-delà de la créateur économie, mais pour le coup, c'est quelle chance de pouvoir y être en première ligne, parce que je vois ça de très près. C'est une audace du faire, une audace de l'entreprendre. Et du coup, votre génération, plutôt que d'être drivée par le devoir, elle est drivée par le désir. Et vous êtes vraiment dans une capacité à faire des choses, à faire plusieurs choses en même temps. Du coup, à vouloir une liberté d'action. Donc, par exemple, Quentin, qui va pas forcément être en CDI avec toi, mais ou Louis, qui va être plutôt à travailler à plusieurs missions, parce que c'est comme ça qu'il aime travailler. Ça lui permet de décider, de choisir vraiment les projets sur lesquels il est. Alors, derrière, effectivement, cette liberté, il faut être vigilant sur est-ce que
quelle un peu sécurité ou stabilité plutôt ça peut créer, quelles sont les formules qui peuvent bien sûr éviter une certaine précarité de l'emploi, et je pense que ça c'est quelque chose dans lequel tu vois on apprend tous en marchant. Bon, alors il y a ton entreprise, mais il y a plein d'autres créateurs, tu vois, qui créent leur business, qui créent leur studio et qui petit à petit montent leurs équipes, qui les suivent progressivement au travers des projets de plus en plus importants. Quel projet t'inspire là comme ça? Parce que des créateurs entrepreneurs ou créatrices entrepreneuses aussi, il faut parler des femmes parce que elles sont trop souvent invisibilisées sur la plateforme. Quels sont les projets qui t'inspirent là comme ça? Quels sont les projets que tu regardes, sur lesquels tu fais de la veille sur des créateurs entrepreneurs ou créatrices entrepreneuses? Moi j'ai adoré. Alors je trouve que ce qu'a fait Léna par exemple, dans une vidéo qu'elle a publiée très récemment sur j'ai créé ma propre marque et je me suis plantée. Je trouve que ça a été génial en termes de démarche, tu vois, de retour d'expérience pour vraiment donner toutes les clés aux créateurs, aux créatrices qui voudraient se lancer sur qu'est-ce qu'il faut éviter ou vraiment mettre l'accent sur quand tu veux lancer ton propre projet. Ça, je trouve ça génial comme démarche parce que c'est à la fois très inclusif et c'est très audacieux. C'est pas forcément, tu vois, à cœur aussi ouvert que tous les entrepreneurs peuvent partager un retour d'expérience comme ça. J'adore tout cet edutainment, toutes ces chaînes qui retournent complètement les codes de l'apprentissage. Tu sais, moi j'ai 3 enfants, donc j'ai 2 lycéens maintenant, un étudiant. Ben, en fait, je vois quels outils, tu vois, Cyrus par exemple, Cyrus North a réussi, d'ailleurs, petite mention à toi Cyrus, mais mon fils aîné, quand il a passé son bac, mais en fait, il bachotait vraiment avec les vidéos. On a tous Cyrus, fait ça, hein. Cyrus nous a vraiment beaucoup aidé. Mais je trouve ça formidable, quoi. Donc voilà, vraiment énorme coup de cœur pour ça. J'ai envie aussi, du coup, de parler du divertissement. On a un peu parlé des super productions. On voit MrBeast aux États-Unis, qui maintenant, en plus de ça, publie ses vidéos en français, en arabe, en turc, et j'en passe. Et Squeezie aussi, avec le GP Explorer, avec Qui est l'imposteur, avec des boîtes de production et des moyens toujours plus importants. Dans l'industrie, on parle alors de super production. Moi, je me suis posé la question, est-ce que quelque part, on n'est pas un peu en train de faire comme la télé? Et est-ce que la beauté d'Internet, c'était de se dire, n'importe quel créateur ou créatrice dans sa chambre peut ouvrir sa caméra et avoir une voix et avoir une place? Est-ce qu'en habituant l'audience à des super productions, on n'est pas en train de créer des barrières à l'entrée? C'est une excellente question. Et je suis... En fait, on observe tout ça, tu sais, on voit qu'il y a un niveau de capacité de prod par certains créateurs, les historiques, et tu nommais Squeezie, qui est vraiment bluffante. Effectivement, qui n'a rien envié à la télévision, voire même qui parfois n'a rien envié au cinéma, tu vois, dans les longs métrages, etc. Tu vois. Et donc, comment est-ce que, en fait, on arrive à retrouver cette universalité d'accès au contenu? Quand tu vois la démarche, par exemple, d'un McFly et Carlito, ce qu'ils sont en train de faire, tu vois, leur grand comeback, mais ils le font avec vraiment un désir de revenir à des choses vraiment simples, des échanges juste entre eux, dans des settings beaucoup plus, on va dire, sommaires, recentrés sur le contenu, la qualité des discussions qu'on va pouvoir avoir. Moi, je trouve que ça démontre qu'au contraire, le champ des possibles continue de s'étendre, mais plus que jamais, la créativité a sa part de voix, tu vois. Et c'est comment tu arrives à te réinventer dans des codes très simples, mais qui n'ont pas forcément besoin de super valeurs de production. Là où nous, on est, tu vois, ce que j'observe, et on essaie d'être hyper attentif à ça, mais ça, c'est vraiment à l'intérieur de l'écosystème, et comme tu dis, de la profession, du secteur, c'est un peu la compétition que ça peut créer, où, tu vois, l'espèce de course aux superproductions qui peuvent être épuisantes en fait, qui sont pas du tout forcément au niveau de tous les créateurs, qui peuvent même dissuader ou complètement intimider. Donc je trouve que la démarche dans laquelle des historiques se placent et disent voilà, nous on va revenir sur des formats plus authentiques, c'est génial parce que ça démontre
que voilà, on peut rester aussi, il y a tout à fait la place pour ce style aussi de création. Short, c'est un bon exemple aussi, tu sais. Short, ça a amené toute une nouvelle génération de créateurs, de créatrices qui sont arrivés sur la plateforme avec... en levant toutes les barrières, se disant bah, ok, j'ai pas besoin d'avoir un studio, un setting, je peux juste faire des shorts. Je te reçois ici dans un contexte, dans un momentum, le YouTube Festival, où chaque année vous avez l'occasion, en tant que plateforme, de faire des annonces. Et tu as quelques annonces à faire justement, et je serais très curieux de les entendre. Oui, en fait, on entre dans cette nouvelle ère de l'IA. Alors l'IA, ça fait longtemps qu'on l'utilise, hein, mais surtout l'IA générative. Ouais. Donc, il permet de créer des images. À partir d'une commande, d'un humain, je peux créer du contenu, que ce soit du texte, de l'image, de la vidéo. Et du coup, dans ce cadre-là, on a annoncé toute une première série de fonctionnalités qui sont basées sur l'IA générative et qui sont à destination des créateurs et des créatrices. Toutes nos innovations sont pensées pour être au service des talents. Par exemple, on a annoncé des fonctionnalités qui vont te permettre de créer ton fond d'écran shorts. Fais-moi un dragon qui vole au-dessus de New York, bim, ça te le fait. On a annoncé des fonctionnalités qui vont te permettre de faire de la traduction simultanée de tes vidéos. Donc, une voix, c'est quoi? C'est une voix par-dessus, un doublage? Un doublage, c'est du dubbing. C'est pas du sous-titrage qui existe déjà. On a annoncé des insights beaucoup plus poussés sur ce qu'aime ta communauté, ce que regarde ta communauté, qui va te permettre de trouver d'autres sujets, des thématiques que tu pourrais traiter dans tes prochaines vidéos. On a annoncé l'accès à une banque de musique libre de droit. Donc, à partir d'un prompt où tu vas dire je voudrais une ambiance de chill à la plage, etc., ça te propose des fonds sonores libres de droit. Ça ne génère pas une musique? Non, c'est vraiment parmi une bibliothèque, mais à partir d'un prompt qui demande une ambiance sonore. Toutes ces fonctionnalités-là, qui sont basées sur l'IA générative, vont permettre aux talents, en fait, de vraiment gagner du temps dans l'exécution de leur création, pour en consacrer encore plus à leur art. Et puis, de manière responsable, parce que derrière, ça pose aussi plein de questions de fond. C'est ça, parce que sans casser l'ambiance, moi, je trouve que c'est formidable. C'est toujours... De toute façon, tout le monde, je veux dire, tous les Français, à partir du moment où tu les mets devant quelque chose fait par l'intelligence artificielle, la première action, c'est « waouh », et ensuite, c'est « mais ». Et sur ce mais, il y a la responsabilité liée au deepfake, où on a vu que c'était un vrai souci, particulièrement dans l'information, et même aujourd'hui sur la sécurité des emplois aussi. Je pense, moi des fois, je vois des intelligences artificielles qui font du montage automatique, et je flippe un peu pour l'emploi de mon monteur. Mais de la même manière, en fait, moi j'ai tellement l'impression qu'on est en 2023, exactement comme on était en 98. Tu sais, avant d'Internet. Avant l'arrivée d'Internet. On vit une nouvelle ère, on vit un grand moment. On vit un tipping point, on vit un moment d'inflexion. En 98, on ne soupçonnait pas tous les emplois qui allaient être liés au web. Tu vois, c'est juste, data scientists, les web designers, etc. Et regarde le florilège de nouveaux métiers qui ont été créés avec cette nouvelle ère de l'Internet. On est exactement à ce même point d'inflexion. Et probablement que, d'ailleurs, je crois que c'est, je ne me rappelle plus de qui vient l'étude, mais tu as une étude dont Le Figaro a parlé, qui disait que 85% des emplois en 2030, 2030 c'est dans 7 ans, ne sont pas connus aujourd'hui. 85% des emplois en 2030 ne sont pas encore créés. Et ne sont pas encore créés. Donc on est exactement à ce moment, et qui est vertigineux en fait, de se dire... Ok, en fait, il y a toute une palette de nouveaux emplois qui vont arriver avec cette nouvelle ère de l'IA et de l'IA générative. C'est à la fois une énorme chance de vivre ça de l'intérieur et en tant que créateur, mais une énorme responsabilité, d'où cette innovation audacieuse et responsable en même temps. Moi, j'avais envie de te parler aussi de la place des femmes sur la plateforme. Oui. Des meufs sur YouTube. Oui. Aujourd'hui, parmi les 100 youtubeurs les plus suivis, il y a seulement 10 femmes. Moi, c'est le calcul que j'ai fait en faisant mes recherches. Comment se fait-il, alors qu'elles représentent la moitié de la population, que les femmes en France soient aussi peu présentes sur la plateforme? En fait, ce qu'on voit, c'est que tu as exactement le même plafond de verre sur YouTube que tu as dans la vie, tu vois,
dans la vie offline, on va dire. Ouais. C'est un sujet déjà qui me tient à cœur, forcément, tu vois, particulièrement, qui nous tient à cœur. C'est un constat qu'on fait. Et depuis plusieurs années, on a mis en place à la fois des initiatives, des programmes. Peut-être que tu as entendu parler de Elles font YouTube. C'est une initiative qu'on a lancée il y a 7 ans maintenant, qui a vraiment cette vocation, d'abord de créer des liens entre ces créatrices qui ne se connaissent pas forcément entre elles. Quand tu es talent youtubeur, youtubeuse, créateur, créatrice, c'est un métier qui est très seul. Et en particulier, les jeunes femmes, elles nous disent, en fait, on ne se connaît pas, on n'a pas forcément d'opportunité de se rencontrer. Donc, on a d'abord créé ces moments de connexion. Ensuite, on a créé des initiatives de résidence, par exemple, de création, qui permettaient de créer un peu des mentors, des mentrices, pour accompagner des talents au féminin dans, par exemple, comment pitcher, comment créer ton contenu, comment penser quand tu fais du long, du court métrage, comment te professionnaliser aussi. Ça, c'était super, mais c'était un peu encore trop contingenté à ce qu'on arrivait à faire vraiment au travers de ces événements et de ces résidences. Du coup, comment aller porter tous ces conseils de création au plus grand nombre. Et du coup, on a lancé cette année une série de podcasts, Elles font YouTube, qui sont animés par une jeune femme qui est démente, qui s'appelle Alix Grousset, qui a sa chaîne, qui travaille aussi sur France Télévisions, qui est notre host, notre animatrice de ces podcasts, qui a reçu des référentes, parce qu'en fait, le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas assez encore de rôle modèle dans le monde de la création sur YouTube auprès des talents au féminin, mais qui est un peu le même problème que tu as, tu sais, dans la vraie vie. Et donc, Alix, elle a pu interroger des femmes comme Océane, des femmes comme Gaëlle Garcia, des femmes comme Louise Aubry. Ça, c'est de l'endorsement, c'est de l'incubation. Voilà. Mais est-ce que... tu vois, j'ai essayé de me plonger un petit peu dans comment on aurait fait hier, ou sur les plateformes d'hier, en l'occurrence la télé, plutôt les distributeurs d'hier. Un distributeur hier aurait essayé d'avoir une forme de parité dans les présentateurs télé. Est-ce que dans la manière de pousser le contenu, peut-être c'est une question naïve, mais est-ce que dans la manière de pousser le contenu, il n'y aurait pas une manière aussi de labelliser certains contenus, de pousser de l'avant des Alors sur ça, YouTube? c'est une question délicate, tu sais, parce que nous, on n'est pas comme une chaîne, on n'éditorialise pas. Pour revenir à l'algorithme, l'idée, c'est vraiment de trouver des vidéos qui sont adaptées au spectateur. Et on est vraiment dans la logique de satisfaire le spectateur, pas de lui imposer des vidéos. Je voulais te parler aussi du rôle de l'algorithme dans quelque chose que je connais bien, puisque c'est peut-être le sujet dont je parle le plus sur ma chaîne, c'est la politique. Des enquêtes de médias américains ont montré, il y a quelques années déjà, l'importance de ce qu'on appelle les rabbit holes, l'enfermement algorithmique. L'enfermement algorithmique, comme ça en bon français, qui en gros consiste, pour celles qui nous regardent, à, quand on regarde une vidéo, l'algorithme des plateformes, quelle que soit la plateforme, nous pousse à regarder des contenus qui soient en lien avec ce dit contenu, ce qui pousse progressivement à une forme de radicalisation des contenus et auprès de l'audience à une forme de radicalité dans l'opinion du spectateur, dans la manière dont il va penser, ses idées, et à la fin la manière dont il vote. Aujourd'hui, en plus, on le sait, les 18-34 ans s'informent principalement sur Internet. Ils ont suivi la présidentielle grâce à Hugo Décrypte, Jean Massier, j'espère un petit peu mes vidéos, les vidéos du Crayon et d'autres. Comment on fait aujourd'hui pour que les plateformes soient davantage responsables et n'encouragent pas justement cet enfermement d'idées, cet enfermement algorithmique? Nous, on est ultra vigilants là-dessus. Le sujet de la responsabilité, déjà, il est fondateur de tout ce qu'on fait sur YouTube et de la manière dont le produit est structuré. On a vraiment un enjeu qu'on articule en 4 R. D'abord, tu as retiré les contenus qui n'ont pas lieu d'être sur la plateforme. Ensuite, remonter les contenus qui sont pertinents, on va dire, par rapport à une requête, un sujet de discussion. Réduire les contenus qui sont un peu dans la zone grise, c'est-à-dire qui n'enfreignent pas nos règles d'usage, mais qui sont un peu, on va dire, borderline, et puis rémunérer
Vraiment, et là, c'est tout le modèle économique qui va vers. Et tu me parlais, là, ta question tu me disais juste qu'il n'y avait pas d'éditorialisation tout à l'heure de la plateforme. Non. Quelque part, c'est un peu le cas là. Alors, comment ça marche? Nous, notre but, c'est qu'un utilisateur puisse avoir un avis, ou en tout cas une proposition la plus plurielle possible pour éclairer son point de vue sur n'importe quel sujet. Et donc, là, le but, c'est que quand je fais n'importe quelle requête sur YouTube, je puisse avoir en résultat de recherche une pluralité de voix qui vont me proposer des contenus dans leur manière de traiter. Dans ce cadre-là, on travaille dans le domaine de l'information, et donc, sous-entendu, l'information traitant beaucoup de sujets politiques, avec toutes les sources référentes de l'information. En France, ça va être tous les éditeurs de news classiques, traditionnels qu'on connaît. Le Figaro, Le Monde, France 24, Le Parisien, etc. Et donc, quand tu fais une requête sur n'importe quel sujet, en particulier des sujets politiques, on a des fonctionnalités dédiées qui te proposent, vraiment, c'est en bon français encore, c'est vraiment une news shelf, une étagère d'actualité qui te propose toutes les sources multiples, diverses, qui vont pouvoir répondre à ce sujet. Et donc, grâce à ça, en fait, ça contrecarre complètement l'enfermement algorithmique et on s'assure que tu ne puisses jamais rentrer par un loophole, par ces fameux impasses, en fait. Ouais. Tu as toujours vraiment une pluralité des voix qui t'est proposée. Mais donc, vous poussez des contenus de confiance, vous retirez des contenus un peu craignos, pour parler très clairement, ou à tendance complotiste, etc. Pourquoi ça te gêne de dire que vous éditorialisez? Parce que pour moi c'est ça l'éditorialisation d'une plateforme. En fait, c'est pas une éditorialisation dans le sens où on va, décider de qu'est-ce qui va faire la une de YouTube ou quoi. C'est vraiment, je réponds à une requête. Et en première proposition de réponse, on a toutes ces sources référentes. Et après, mais il y a une pluralité de tout ce que tu peux trouver. Mais c'était vraiment par rapport à ce sujet de comment ne pas confondre éditorialisation et lutte contre l'enfermement algorithmique, tu vois. Et bon, même si je veux pas rentrer dans une logique, tu vois, de SAV de YouTube, mais il y a quand même... parce que tu es ici sur une chaîne qui traite d'informations, de société, de politique. Moi, j'ai un souci en tant que créateur d'infos, c'est que de temps en temps, je parle de certains sujets qui sont jugés comme touchy, non annonceur friendly. Certains sujets que j'évoque m'empêchent d'être monétisés par la plateforme. J'ai des journalistes qui travaillent avec moi, j'ai des monteurs. Et en fait, m'empêcher d'être monétisé et m'empêcher de gagner des revenus et d'avoir de la publicité devant ces contenus-là, quelque part, ça me désencourage à traiter de ces sujets-là, puisque ça ne me permet pas de rémunérer mes équipes, et du coup, ça affaiblit même économiquement ma structure. Comment on fait pour être plus juste là-dessus? Alors, c'est des sujets hyper complexes, parce que dans le triptyque qui tient l'écosystème YouTube, tu as les chaînes, donc les contenus, tu as les utilisateurs et tu as les annonceurs. Notre but, c'est vraiment de préserver ces trois dimensions de l'écosystème. Le sujet de la limitation de la monétisation, je précise, c'est important, ce n'est pas la démonétisation, c'est la limitation de la monétisation. Dans les faits, il y a quand même un impact assez important. En fait, c'est les annonceurs qui... ont, dans leurs paramètres, n'ont pas forcément envie de s'associer à ce type de contenu. Donc, il y a à la fois... un calibrage très fin entre je protège les utilisateurs et donc toi là tu as la possibilité de dire quand tu vas paramétrer ta vidéo, voilà, j'ai telle ou telle image, ou limitation de la monétisation. C'est un chemin. Je ne sais pas si tu as vu les dernières annonces qu'on a faites, par exemple, désormais, toutes les vidéos qui vont traiter de sujets de harcèlement sexuel, etc., ne sont plus limitées dans la monétisation. Donc je pense que c'est un peu un chemin de société aussi qu'on fait. Nous, tu vois de plus en plus d'annonceurs qui n'ont pas du tout de frein à s'associer à ces contenus d'information. Mais c'est très progressif. Parce que tu parles de respecter aussi la volonté des annonceurs. Mais tu vois, si je prends le modèle de télévision, TF1 ou France 2 ne va pas proposer aux annonceurs et divulguer ce qu'ils vont balancer dans leur JT. Et même si parfois l'actualité est triste et complexe et peut être sujet aux controverses, etc., ils ne vont pas dévoiler ce truc-là aux annonceurs. Et les annonceurs n'ont pas ce choix-là. On pourrait aussi envisager un monde où les plateformes disent vous serez
vos annonces seront sur tout type de... Mais c'est pour ça que tu vois, petit à petit, on affine nos règles. L'exemple que je te viens de t'évoquer avec ces dernières annonces, c'est vraiment un très bon exemple. Après, YouTube n'est pas le monde de la télé, donc tu peux pas transposer exactement, tu vois, les mêmes règles, les mêmes paradigmes. C'est pas du tout la même proposition, évidemment. Donc voilà, c'est un chemin, c'est cet équilibre entre vraiment ouvrir tout le champ des possibles pour le créateur dans le fait de le soutenir dans un modèle pérenne, c'est soutenir, protéger les utilisateurs et puis bien sûr respecter toute cette notion de brand safety des annonceurs. Voilà, donc c'est ça qu'on regarde avec vraiment, c'est de l'orfèvrerie et c'est un chemin dans lequel on essaye de s'améliorer en permanence. Puisque tu es la directrice générale de YouTube France, est-ce que le YouTube Game français est mieux que les autres? Moi j'ai envie de dire évidemment. Mais en quoi il est différent? Non, mais en fait, c'est surtout en quoi il est différent. Ouais. Donc je dirais que la différence du YouTube Game français avec le reste de YouTube Game, c'est cette... diversité des genres et très haute valeur de production qui va jusqu'à la fiction, le court-métrage, le long-métrage, tous les reportages que vous faites, par exemple, que toi, tu as pu faire, y compris dans l'information. Et ça, c'est dément. Donc, c'est vraiment... L'exception culturelle française se voit aussi sur YouTube. Qu'il faut défendre. Et on est très fiers de ça et on le défend. Bon, merci. Merci à toi. Merci d'avoir inauguré ces nouveaux studios. Je suis très content que ce soit la directrice générale de YouTube en France bravo, très classe. Qui les ait inaugurés. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner.